Bon, c'est des étoiles de notre galaxie, hein, des étoiles proches, enfin notre galaxie quand même. En fait, notre galaxie, elle fait quelle est la taille? Il y en a un qui connaît la taille de notre galaxie? Bon, on peut parler qu'en années-lumière, hein, bien entendu, là. 100 000 années-lumière. Bon, c'est par rapport à l'univers, c'est pas énorme, hein. 100 000 années-lumière. Et il y a combien d'étoiles dans notre galaxie? Voilà, il y a une centaine de milliards d'étoiles. Formidable, 100 à 200 milliards d'étoiles, un peu comme le Soleil. Et il y a en plus 100 milliards de galaxies dans le monde connu. C'est du monde, ça fait beaucoup d'étoiles. Hein. Et alors, il y a beaucoup de planètes, tout ça. Est-ce qu'il y a la vie? Ben, je ne sais pas, on en parlera quand on vous parlera des exoplanètes. Alors, la mort d'une étoile ordinaire. Alors, je vous ai dit, justement, l'étoile ordinaire, au bout, quand elle aura fini de consommer son hydrogène en grande partie, elle va se contracter et en fait, elle va déclencher encore le reste de la combustion. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça va regonfler. Et alors, ça va gonfler, ça va devenir, comme elle gonfle, on va s'éloigner du centre, la température va baisser et ça va devenir rouge. Au lieu d'être jaune, ça va devenir rouge. Le rouge, c'est plus froid que jaune. Hein. C'est ce qu'on appelle une géante rouge. Alors, dans le cas du Soleil, cette géante rouge ira jusqu'à Mercure, Vénus et probablement la Terre. Donc, vous voyez que là, on est mal parti. Voilà un exemple de géante rouge. Bételgeuse. Ah, mais en ce moment, on la voit, Bételgeuse. Hein, c'est une étoile d'hiver. Bételgeuse, vous voyez, c'est quoi ça comme constellation? Hein? Orion, absolument, Orion. Hein, voilà la constellation d'Orion qu'on voit en ce moment, hein, avec les trois étoiles du centre. Vous savez que si vous prolongez ça par là, il y a l'étoile la plus brillante du ciel. Ah, j'entends pas. Sirius. Hein? Ok? Et Bételgeuse, c'est celle-là. Voilà. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit. Ouais. Alors voilà ce que va devenir le Soleil. Donc cette explosion de l'enveloppe de la géante rouge et le reste de l'étoile, toute la masse de l'étoile va être concentrée là-dedans. Et on appelle ça des nébuleuses planétaires. Ça n'a rien à voir avec une nébuleuse, ça n'a rien à voir avec une planète. Je vous laisse regarder, je vous expliquerai après pourquoi. Là, ce sont différentes vues de nébuleuses planétaires. Alors, vous voyez que c'est le plus beau spectacle dans le ciel, ce sont les nébuleuses planétaires. C'est triste à dire, mais ce sont des morts d'étoiles. Ah, il y a un peu toutes les formes, suivant aussi l'angle dans lequel on les regarde. Alors on appelle ça nébuleuse planétaire parce qu'elles ont été découvertes à l'époque de Louis XV, où l'optique n'était pas aussi extraordinaire que maintenant, et quand on regardait dans le ciel, dans ces zones-là, les gens ils voyaient un truc un peu nébuleux, alors déjà, puis ça avait une forme un peu ronde, alors ils pensaient que c'était une nébuleuse en forme de planète, nébuleuse planétaire, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec une planète, puisque c'est une étoile, et que c'est pas nébuleux maintenant. Alors, les étoiles massives. Alors, les étoiles massives, ça va être un peu compliqué, parce que quand on aura consommé l'hydrogène, on va consommer en fait la cendre du feu, c'est-à-dire on va consommer l'hélium, et à chaque fois qu'on va consommer le produit suivant, la température va augmenter. Donc l'hélium va mener au carbone, le carbone à l'oxygène, puis au silicium, etc., etc. Et l'étoile va posséder une structure d'oignon qui va en fait aller jusqu'au... Alors on pourrait dire, il va aller jusqu'à l'infini dans la table de Mendeleïev. Vous savez ce que c'est la table de Mendeleïev, la table des éléments, hein? Non, pas de chance, ça s'arrête au fer. Pourquoi au fer?
parce que le fer, c'est l'élément le plus stable de l'univers. Tous les autres éléments avant le fer, à chaque fois qu'on les fusionnait, la température augmentait. Mais arrivé au fer, il lui faut au contraire qu'on lui fournisse de l'énergie pour aller plus loin. Et ça, l'étoile ne peut pas le faire à ce niveau-là. Donc on s'arrête au fer. Voilà à quoi ressemble une étoile massive en fin de vie, où il y a donc cette structure en oignon. Évidemment, les corps les plus lourds, les plus importants de numéro atomique le plus fort, dans la table de classification des éléments, est situé au centre. Et à un certain moment, cet effondrement s'arrête sur la couche la plus profonde en fer, mais les couches extérieures sont attirées par le centre, puisque ce centre devient très lourd, puisque c'est les corps lourds qui sont au centre. Je sais que c'est un peu compliqué, je m'excuse, mais je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Et il va y avoir un rebond des couches extérieures sur le centre, et qui va donc rebondir sur le noyau central et repartir en explosion extraordinaire dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et cette supernova va propager dans l'espace ces éléments lourds jusqu'au fer, puis même dans la supernova, il va y avoir tellement d'énergie de produit on va créer des neutrons qui vont se rajouter à ces éléments lourds pour fabriquer tous les éléments jusqu'à l'uranium, et au plomb, et tous les éléments dont nous sommes constitués. On n'est pas constitué que d'hydrogène et d'hélium. Il y a du zinc, il y a du fer, il y a du cobalt dans notre corps. Et tout ça, c'est grâce aux supernovas. Et on est les enfants de supernovas. On dit toujours qu'on est les enfants des étoiles, c'est vrai, mais on est surtout les enfants des supernovas. S'il n'y avait pas eu de supernovas, on n'existerait pas. Voilà à quoi ressemble une supernova que vous voyez là. Par exemple, c'est la supernova du crabe. Alors c'est intéressant cette supernova parce que cette supernova a été détectée en 1054 par les Chinois. Et elle a brillé pendant plusieurs mois, pendant une journée même. Vous pouvez imaginer ça? Eh bien en Europe, on ne s'en est pas aperçu. On devait être trop pris avec nos guerres de religion à cette époque-là, où personne n'osait regarder le ciel, sûrement. On ne s'en est pas aperçu. Donc c'est la nébuleuse du crabe de 1054. Il faut savoir que les supernovas sont des événements très rares, en gros 1 à 2 par siècle et par galaxie. Je vous rassure, il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. Mais dans la nôtre, voilà la dernière qu'on a trouvée dans notre galaxie, c'est la supernova de 1987. On a de la chance parce que c'est la supernova de l'ère des télescopes. Et en fait, ça c'est la photo de Hubble. Mais on l'a étudié aussi à partir de la Terre, où tous les soirs, les gens regardaient tous les coins du ciel pour voir ce qui se passait. Et je sais que le pauvre astronome qui devait découvrir cette supernova, au moment où elle a explosé, il était parti aux toilettes. Oui, pour être physicien, on n'est pas moins homme. Mais bon, voilà. Alors, elle est située à 160 000 années-lumière de nous, donc une voisine. Alors, cette supernova, je vous le disais, elle peut évoluer de deux façons en fonction de la masse de l'étoile d'origine. Elle peut devenir soit une étoile à neutrons. Alors, une étoile à neutrons, c'est un être assez bizarre, qui est tellement dense et qui est constitué que de neutrons, comme son nom l'indique. Oublions ça, on s'aperçoit que l'étoile à neutrons, en fait, ça va émettre des jets de particules qui sont dangereux. Si on est dans le jet, ça peut éradiquer la vie sur Terre. Je vous rassure, il n'y en a pas à côté de nous. Mais ça peut devenir, lorsque l'étoile est très très massive, ça peut devenir un trou noir. Alors, un trou noir, qu'est-ce que c'est un trou noir? Eh bien, un trou noir, c'est une étoile qui est tellement massive que même la lumière ne peut pas s'échapper.
C'est-à-dire les photons lumineux, ils essayent de sortir de l'étoile, la gravité les recourbe, donc sont tout noirs. Alors vous allez me dire, comment on peut voir un trou noir? Ben, on peut les voir. On peut les voir par justement leur action sur le milieu aux alentours. On peut les sentir avec des instruments spéciaux et les trous noirs sont tellement massifs que, ce que vous voyez en haut à droite, ils vont courber l'espace-temps, ils vont courber la structure même de l'univers localement. Alors, ils sont tellement massifs que, effectivement, ils vont attirer tout ce qui s'approche, tout ce qui passe dans leur parage, ils vont l'attirer. Ça va créer, comme vous voyez en bas là, d'abord un petit disque d'accrétion où ils vont tout disloquer et tout chauffer, ça va chauffer. Donc on va détecter le trou noir par ce disque d'accrétion qui va briller principalement dans l'infrarouge. Et puis, la matière va s'approcher ensuite du trou noir, elle va être avalée par le trou noir. Ne me demandez pas ce qui lui arrive dans le trou noir, j'en sais rien et personne n'en sait rien. Alors, voilà des exemples de trous noirs. Et justement, ils peuvent émettre aussi des gammas de façon très courte et très énergétique. Et ce qui est intéressant avec les trous noirs, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'au cœur de chaque galaxie, il y a un trou noir géant. Et on pense que, justement, les trous noirs sont importants dans l'évolution des galaxies. On se pose même la question de savoir s'il n'y avait pas eu d'abord le trou noir avant les galaxies. On ne sait pas encore, c'est comme l'œuf et la poule. Et évidemment, la question qui se pose, est notre galaxie, est-ce qu'elle a un trou noir? Ben oui, elle a un trou noir, notre galaxie, quand on regarde dans le centre, au Sagittaire. Je vais vous montrer maintenant un tout petit film qui n'est pas une animation, qui est un vrai film où on a, pendant 15 ans, on a noté la position des étoiles autour du centre de notre galaxie, qu'on appelle le centre galactique, et tous les ans, on a mesuré la position de ces étoiles, et on les a mises bout à bout, et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. On voit des étoiles, ouais, c'est les points blancs, on voit des étoiles qui tournent autour de quelque chose que l'on ne voit pas. Vous voyez tous, hein? On voit des étoiles qui tournent autour de quelque chose que l'on ne voit pas, et comme on connaît les orbites, on peut mesurer les orbites par des lois très simples de la mécanique céleste. On sait très bien qu'ils tournent autour de quelque chose qui a une masse de 3 millions de masses solaires. Qu'est-ce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas et qui est aussi lourd? Ben, ça s'appelle un trou noir. Je vous présente notre trou noir. Il est à nous, celui-là. Le trou noir de la galaxie. Alors, il est gentil. Il n'est pas très massif, 3 millions de masses solaires. Il y a des trous noirs dans certaines galaxies qui font quelques milliards de masses solaires, et là qui peuvent être un peu plus dangereux parce qu'ils peuvent émettre des particules, etc. Je vous rappelle que ce film n'est pas une animation, c'est un vrai film. Hein, vous voyez d'ailleurs la date en haut, 1994, 96, 97. On voit la date à laquelle ont été prises ces photos. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais juste vous signaler qu'il y a de la documentation là pour ceux qui n'en ont pas eu. Je vous rappelle qu'à la SAF, j'organise des conférences, rassurez-vous, c'est pas moi qui les donne, j'invite des astronomes tous les mois. Le deuxième mercredi du mois, ce sont des conférences à entrée libre, hein, c'est à Paris. La prochaine, ça va être très intéressant, c'est le 12 décembre. C'est Jean-Pierre Bibring, un des grands responsables de la mission Mars Express, qui va faire le point des missions martiennes. Voilà. Et la prochaine conférence que je vais donner ici, ce sera le 21 décembre, où je vous expliquerai pourquoi la fin du monde n'aura pas lieu ce jour-là, mais probablement dans 1 milliard d'années, mais vous le savez maintenant. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Ça, c'est mon site internet, hein, si vous voulez
avoir des news astro. Ça va, c'était clair, c'est pas trop compliqué? Oui, je vous en prie. Excusez-moi, juste une chose à vous demander. A priori, je crois que c'est au CERN, ils auraient peut-être trouvé un laps de temps très très fin, une vitesse supérieure à la lumière. Ah, voilà. Les neutrinos supérieurs à la lumière, oui. Alors, je vous dis tout de suite, ils se sont trompés. Hein, et le type, le patron du labo qui a osé émettre cette hypothèse sans tout vérifier, il a été licencié. Voilà. Donc ça a posé quelques petits problèmes parce que dépasser la vitesse de la lumière, c'est quand même quelque chose, c'est presque un gros mot en physique nucléaire. Hein. Donc on avait, en fait, il s'était trompé dans la connexion d'un câble. Oui, parce ils ont comparé la vitesse de la lumière, la vitesse de transmission de neutrinos entre deux points, et donc pour ça il fallait qu'on ait une référence de temps et de distance, et bon, ils se sont mélangés un petit peu les pinceaux. Donc pour le moment, la vitesse de la lumière est une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, ce qui ne veut pas dire que qu'un de ces jours ça arrivera. Oui? Pas de problème? Bon, écoutez, je ne veux pas vous retenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, et peut-être à la prochaine fois.